Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le régime algérien est dans une extrême agitation. Il donne des signes de panique et ne réagit plus à la crise multiforme qui frappe le pays que par un durcissement sécuritaire qui laisse comprendre qu'il se sent acculé, qu'il est dans le besoin d'hystériser la société pour créer un climat de suspicion, de haine et pouvoir ainsi stigmatiser quiconque osera le contester. Il n'hésite plus à qualifier de terroristes, de traîtres et de mercenaires du Merzen marocain, bien sûr, quiconque ose le contester, puisqu'en l'occurrence, c'est ce pays voisin qu'il désigne désormais comme l'ennemi numéro 1, dans le même temps qu'il s'est confectionné à l'intérieur du pays deux mouvements terroristes, le MAC et Rachet. Ce matin, le chef d'état-major, Saïd Chengueriha, devant un parterre d'officiers de la 2e région militaire, a tenu un discours particulièrement inquiétant à l'encontre du Maroc, qu'il accuse, je cite, de porter atteinte à l'unité de son peuple en semant la discorde et la division en son sein. Fin de citation. Et plus loin, de conspiration et de campagne de propagande subversive visant à réduire le rôle de l'Algérie dans la région. Fin de citation. Il affirme aussi, et je le cite, que les actes de ses ennemis seront voués à l'échec et ils seront humiliés et acculés car l'Algérie, qui est entrée dans une ère nouvelle, forte de son armée et de son peuple, est déterminée plus que jamais à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine. Fin de citation. Et il prévient, et je cite, que l'Algérie est prête à faire face avec rigueur et fermeté à tous les plans sinistres qui se trament secrètement et ouvertement visant l'État-nation et ses symboles. Et plus loin, il soutient, et je le cite, « Le peuple algérien se tiendra aux côtés de ses dirigeants et des institutions de l'État, tel un seul homme, pour faire face à quiconque tente de nuire à l'Algérie. » Et plus loin, « Et ce, quelles que soient les circonstances. » Fin de citation. Et autant dire que les tambours de la guerre résonnent déjà. Et que comme prévu depuis le début du Hirak, et nous l'avons suffisamment dit à plusieurs reprises, ce régime a opté pour cette méthode éculée mais tellement éprouvée de faire planer le spectre d'une guerre avec le voisin marocain pour rallier autour de lui toutes les forces du pays, y compris celles qui lui sont opposées, qui le contestent et qui aspirent à le chasser du pouvoir, un pouvoir qui a squatté le pouvoir et le pays contre la volonté du peuple algérien. Et à la tête duquel, ce pouvoir, il a installé, toujours contre la volonté du peuple, un président fantoche, unanimement rejeté par l'immense majorité du peuple algérien. La première question qui vient à l'esprit, même si nous connaissons tous la réalité du vrai pouvoir algérien, un pouvoir totalement capté par les chefs de l'armée, et pourquoi le chef d'état-major se démasque-t-il ainsi à la face du monde pour formuler un discours qui s'apparente à une déclaration de guerre? Est-ce là le rôle d'une armée au sein d'un État qui se dit république, démocratique et populaire? Le régime est-il à un stade de panique tel qu'il ne peut même plus cacher que c'est bien l'armée, en effet, qui tient la réalité du pouvoir, qu'elle peut décider du jour au lendemain de déclarer la guerre
à un pays voisin sans que quiconque n'ait un mot à dire. Pourquoi ce chef d'état-major n'a-t-il pas fait prononcer cette même harangue par le président Tebboune, qui aurait de toute façon obtempéré, nous le savons tous, et qui est lui-même dans des excès de langage tout aussi belliqueux. Écoutez-le. الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، معليش الانتقاد بلاه، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية. Mais il n'y a pas que ces attitudes de matamor. Il faut retenir par ailleurs la classification de deux mouvements politiques en Algérie, y compris un mouvement séparatiste, il faut le dire, en organisation terroriste, sont l'ombre d'une preuve. L'arrestation de dizaines de leurs militants et le rappel de nombreux généraux sécuritaires qui avaient été mis à la retraite, dont certains viennent juste de sortir de prison, dont d'autres sont connus pour être des criminels de guerre et des criminels contre l'humanité, et dont l'un parmi eux vient d'être nommé à la tête d'une nouvelle direction qu'on nous présente comme étant une nouvelle structure antiterroriste. C'est dire, pour ceux qui connaissent les années de sang, ce que veut dire ce genre de langage. Mais il faut dire aussi, et on ne peut pas ne pas le dire, que le Maroc est malheureusement dans la même attitude agressive. La sortie du diplomate marocain sur l'indépendance de la Kabylie, qu'il a utilisée comme une vulgaire carte d'atout en réaction au soutien du régime au Polisario, a profondément choqué les Algériens, et tout particulièrement les Kabyles, qui ont très mal ressenti cette grave irruption, intrusion dans les affaires algéro-algériennes. Et pire encore, et qui laisse craindre une aggravation de la tension. Et cette montée au créneau d'influenceurs et d'attiseurs de haine en tout genre, politiciens, journalistes et autres agités, autant du côté algérien que du côté marocain, jusqu'à la mise en avant au Maroc de pseudo-historiens qui dénient l'intangibilité des frontières algériennes, ou de leurs pendants de l'autre côté de la frontière qui appellent à une guerre contre le voisin. غاست تشكيور غاست تسلام يا شوي ذاك يكوابني بوسام يسمي ويزاوني ملام سامور عزيزني كون يرحم اوني ملام ياكوي تزلفان وانتو ولادة الجور في اللسان
Algérie, le régime verse dans la démesure. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anis El-Qama, psychologue, militant politique. Merci d'être avec nous, Anis. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et puis un grand salut aux téléspectateurs. Merci. Samir aussi est avec nous, Samir Yahyaoui, architecte, analyste politique. Samir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vos téléspectateurs. Bonsoir. Nous allons avoir Omar Aït Mokhtar depuis l'Algérie qui est avec nous. Omar Aït Mokhtar qui est un peu... permettez-moi Omar Aït Mokhtar de vous présenter comme ça. On vous a invité exprès parce que vous êtes plutôt du côté du régime et pour essayer d'avoir tous les sons de cloche possibles et imaginables. Merci d'être avec nous, Omar Aït Mokhtar. Bonsoir, M. Benchenouf, bonsoir tout le monde. Alors moi, je ne suis pas du côté du régime, mais je suis honnête avec moi-même. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Chaban Qassi qui est avec nous. Chaban, alors, on annonce la couleur? On annonce la couleur. Bon, rebonsoir aux invités, puis bonsoir à notre invité via l'Algérie. On va revenir, malheureusement, j'ai envie de vous dire, chaque soir, on ne peut pas ne pas parler des haragas, Jamal-Din. Algérie part à l'écran, encore plus de 300 haragas algériens débarquent sur les côtes espagnoles ces dernières 24 heures. Hier, vous évoquiez donc ces 50 haragas algériens, de femmes, des enfants, des hommes disparus, morts pour certains, paix à leur âme, et ça continue. Les derniers chiffres actualisés par le Centre international pour l'identification des migrants et disparus basés en Espagne font de plus en plus froid dans le dos, une situation qui malheureusement s'aggrave de jour en jour. Moi, je vais juste vous laisser bien évidemment débattre derrière, mais des chiffres actualisés, donc depuis lundi, c'est-à-dire hier, plus de 300 haragas ont débarqué dans l'extrême sud de l'Espagne. 9 embarcations ont été interceptées au large de Carthagène, à l'est du pays. Sur ces 9 embarcations qui transportaient pas moins de 123 haragas algériens, dont plusieurs femmes, des enfants, notamment mineurs. En même temps, du côté d'Alicante, 3 embarcations ont été interceptées, 2 de la wilaya de Tipasa et 3 donc arrivaient de la wilaya de Chlef. Au moins 43 haragas ont pu être récupérés et transférés vers des centres d'accueil. Sur une des embarcations, 23 haragas algériens, dont 5 enfants. Et 6 enfants et 5 femmes. D'autres chiffres, de janvier à 2021, c'est un bond de 37% comparé à la même période en 2020. En 2019, seulement 3600 haragas algériens étaient recensés par ce comité donc, qui réunit les éléments de migrants, notamment disparus et qui arrivent en Espagne. En 2020, on se le disait, on l'a dit plusieurs fois, sur 40 000 migrants arrivés en Espagne, c'est près de 15 000 haragas. À l'heure actuelle, 2021 est loin d'être terminé. On en compte actuellement aux environs de 13 000. Alors des questions bien évidemment, aucune réaction des autorités, pas un mot, pas un hommage sur ces disparus, ces morts et aucune solution apportée pour éviter que ces jeunes et ces familles, ces femmes et ces enfants prennent le large. Et puis avec le dispositif, vous en parliez hier, Jamal-Din, hein, questions très pertinentes avec le dispositif de sécurité mis en place, notamment au niveau des frontières, comment autant de jeunes, autant de familles puissent tenter de prendre le large et risquer leur vie. Alors, juste une précision, Chaban. Les 4 embarcations qui ont coulé, à leur bord 50 haragas, l'information circulait, on n'en était pas très sûr. Maintenant, ça se confirme, et même la presse algérienne est en train de reprendre l'information. 50 en une fois. Et pas la moindre petite compassion, réaction officielle. Ni condoléances, ni hommage, ni le moindre regret. Et ce ne sont pas les interventions qui manquent, puisque Tebboune est intervenu il y a 48 heures, et puis Chengriha, on en parle dans un instant. BFM TV, entre autres, toute la presse française en parle. Octroi des visas, combien d'expulsions ont eu lieu depuis le début de l'année vers le Maroc, l'Algérie, la Tunisie? Point d'interrogation, c'est le titre de BFM. Maroc, Tunisie et l'Algérie vont subir des restrictions pour l'obtention de visas pour leurs ressortissants. Voilà ce qu'a annoncé sur Europe 1 hier ce
ce matin, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Une décision, dit-il, qui vise à mettre la pression sur les 3 États du Maghreb. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision rendue nécessaire, je continue à citer, par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas ou ne nous pouvons pas garder en France. Ces 3 pays, voilà ce qu'il dit aussi, du Maghreb, refusent de délivrer les laissez-passer consulaires pour que les étrangers sous le coup d'une OQTF puissent effectivement quitter la France. Il y a eu un dialogue, dit-il, avec donc ces 3 pays, dont l'Algérie, mais aucune réaction réelle. On souhaiterait que la réaction soit davantage de coopération avec la France pour qu'on puisse donc appliquer ces règles sur cette loi, notamment de 2018 sur l'asile. Des chiffres avant de vous quitter là-dessus. De juillet à janvier 2021, 7731 obligations de quitter le territoire français vers l'Algérie ont été délivrées, seulement 22 expulsions pour l'Algérie. Et sur 3331 obligations pour le Maroc, seulement 80 expulsions ont été appliquées. Voilà pour, vous allez en débattre ce soir, Djameldine. Et puis TSA qui revient bien évidemment, Algérie-Maroc, Chengriha hausse le ton contre le Mahazen, vous en parliez. Les relations algéro-marocaines continuent à se détériorer dangereusement. On rappelle que le 24 août dernier, le ministre des Affaires étrangères avait annoncé donc la rupture des relations diplomatiques entre les 2 pays. Depuis, les tensions ne se sont pas donc arrêtées. Voilà ce que dit le chef d'état-major, parce que l'attachement de l'Algérie à ses principes et sa détermination à ne guère en dévier dérange le régime du Mahazen en entravant la concrétisation de ses plans douteux dans la région. C'était donc aujourd'hui, donc dans la région d'Oran. Il accuse le Maroc donc de vouloir affaiblir l'Algérie, d'épuiser ses capacités, entraver son processus de développement et en tentant de porter atteinte à l'unité de son peuple en semant la discorde et la division. Il fait allusion notamment au soutien donc au MAC, ce mouvement de l'autodétermination de la Kabylie. Il a haussé alors il dit clairement, vous l'avez dit, je ne vais pas y revenir, que les actes seront voués à l'échec, et puis il dit clairement que le peuple algérien se tiendra aux côtés de ses dirigeants pour faire face donc à ses ennemis extérieurs. On termine 30 secondes, puisque vous le souhaitiez aussi, par cette caricature de dilemme. Voilà ce que dit la caricature. Vous venez de quel pays? Il rend hommage au Haraga, la nouvelle Algérie, le slogan de Tebboune. Voilà, merci Chaban. À demain, j'espère. Avec plaisir. Alors, mes chers amis, Anis, d'abord, si vous voulez bien, donc on va commencer par ce discours de Chengriha qui a été prononcé aujourd'hui à la 2e région militaire face à des officiers qui prenaient des notes. On se demande d'ailleurs pourquoi ils prennent des notes. C'était Gaït Saleh qui avait lancé cette mode, alors qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques qui existent, on n'a pas besoin de prendre des notes en fait. C'est un peu comme s'il jouait au maître d'école, hein, avec des potaches. Mais ce qu'il a dit est extrêmement grave. C'est quasiment une déclaration de guerre, ou du moins un préliminaire pour une déclaration de guerre. Anis. Les déclarations sont graves, les déclarations sont effectivement belliqueuses. Après, moi, je tiens toujours à recentrer ça et recadrer ça dans un contexte dans lequel il y a effectivement aussi une escalade côté marocaine qu'il ne faut pas oublier. Et tout cela est l'expression d'un jeu qui est fait au niveau interne du régime algérien, qui est celui de détourner les regards vers l'extérieur et de se créer un ennemi commun. Donc on a connu ça en 63. En 63, c'était quand même plutôt justifié par rapport à l'attaque marocaine aux frontières, donc aux frontières ouest. Là, on n'est pas exactement dans la même situation. On est dans une situation où il y a un conflit lié au Polisario. Ça ne touche pas directement les frontières algériennes. Donc on aurait pu amorcer un dialogue déjà en amont, ce qui n'a pas été fait. Il y a eu des occasions ratées des 2 côtés. Mais ce qui nous intéresse là plus précisément, c'est de parler du côté algérien. C'est une carte qui est utilisée pour orienter les regards vers l'extérieur, pour instrumentaliser cette question-là vis-à-vis des personnes qui ont des aspirations de liberté, de démocratie, de liberté d'expression, mais aussi de développement économique, de démocratisation de la vie publique algérienne. Donc cette carte, elle a toujours été jouée depuis 1963. Ce n'est pas nouveau. Donc d'ailleurs, toujours il le dit, se créer un ennemi. Le peuple se tiendra aux côtés de son État et de son armée. Voilà, donc ça veut dire c'est fini le Hirak, il
les revendications, c'est Donc, on est tous ensemble c'est contre pas le nouveau, Maroc. c'est depuis Machiavel dans Le Prince, Oui. il déclarait qu'il fallait toujours se créer un ennemi, et s'il n'existe pas, il fallait le créer. Voilà. Et le Maroc a donné aussi une opportunité formidable au régime algérien en déclarant que la Kabylie devait accéder, enfin je n'ai pas la formule exacte, mais en tout cas que nous nous peuple intéressons libre, voilà, kabyle, le peuple qui a libre, droit etc. Alors que très sincèrement, si on compare la question kabyle avec la question sahraoui, si tant est qu'il y a vraiment une question kabyle, alors on peut quand même nuancer les choses, ça n'a rien à voir. Le Sahara occidental quand même, en 1976, il y a eu une déclaration du tribunal international de justice qui a déclaré que point 1, mais nous n'allons pas entrer dans ce... pour ne pas envenimer les choses, justement. Non, justement, je vais ensuite... mais c'est vrai qu'il n'y a rien à voir entre l'affaire. Point 1, ce n'est pas une terre nullius, donc ce n'est pas une terre sans peuple, donc le Maroc ne peut pas avoir de prétention dessus. Deuxièmement, il y a eu des liens de tribus marocaines qui ont fait allégeance au Marzen, mais cela ne constitue pas, ça c'est dans le mais nous n'allons pas entrer dans ce sujet parce qu'on n'a pas, ça veut dire que ce serait un peu malhonnête de notre part parce qu'il n'y a pas un autre de l'autre côté qui pourrait défendre la thèse inverse. Non, donc c'est pour ça qu'il faut... Mais par contre, les Marocains, l'histoire kabyle. C'est notre problème. La question kabyle n'a jamais eu... réellement un aura immense en Algérie déjà, même à l'international, il n'y a pas eu de décision de justice, il n'y a pas eu de MINUSMA, etc., il n'y a pas eu de conflit autour, c'est pas comparable. Pas du tout. Après que l'on règle cette question-là avec des outils modernes de juridiction, etc., qu'on règle ça dans un cadre maghrébo-maghrébin, j'ai toujours prôné cette solution. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre à Tanger en 1957 qui devait mettre en lien le FLN avec notamment les gens de Hizb al-Istiqlal pour parler de cette question-là. Les personnes qui ont pris le pouvoir après, ce n'étaient pas les personnes qui sont allées discuter au Maroc. C'est des personnes qui venaient paradoxalement de Oujda et qui ont pris les armes contre les militants de l'intérieur et l'armée de l'intérieur, qui a ensuite décidé que la question marocaine était une question totalement tranchée et qu'on ne devait réagir avec eux que par la guerre. Donc, franchement, cette question-là était hyper complexe, hyper détaillée. Ça mériterait même qu'il y ait une émission totalement sur ça, mais comme sur les relations maghrébines et voilà. Le sujet est ailleurs. Mais ce que je dis, c'est que les personnes qui étaient en charge, je crois que c'était en 57 ou 58, la rencontre de Tanger, de discuter de ces questions-là épineuses concernant le lendemain de ce que serait le Maghreb, entre guillemets, ou l'Afrique du Nord, les personnes qui ont amorcé ces discussions-là avec les gens de Hizb al-Istiqlal et avec le royaume marocain, ce n'est pas les personnes qui ont ensuite pris le pouvoir un certain été 62. Mais j'entends bien ce que vous dites, Anis Krama, sauf que là, ça nous emmène loin. Oui, je suis un peu sorti du cadre. Dans une réelle déclaration de guerre faite par le chef d'état-major de l'armée algérienne. Oui, mais le Polisario, en fait, ce régime ne soutient pas le Polisario parce que c'est un peuple opprimé. Ça saurait. Son propre peuple est opprimé. Un régime qui opprime son propre peuple ne peut pas être solidaire avec d'autres peuples opprimés. Sur ce plan-là. Mais sinon, ils viennent de faire une réelle déclaration de guerre à un pays voisin. Et le pays voisin, il se trouve malheureusement que lui aussi tient un langage très belliqueux, un discours très belliqueux, très agressif. Comment dire, il est l'auteur d'une intrusion, d'une déclaration outrancière contre l'unité du peuple algérien, chose qui a été dénoncée en premier par la Kabylie elle-même. Oui, ça a provoqué un retour très massif. Ne vous mêlez pas de nos affaires, on est entre nous les Algériens. Et puis juste pour terminer... moi je préfère qu'on reste de ça. Parce que si nous allons dans le Polisario et les Pour moi c'est l'une des fractures liées à la guerre froide aussi. Liée à la guerre froide, dans le sens où le Maroc a toujours été un allié des Occidentaux, de la France. La France a toujours soutenu le Maroc sur le dossier du Sahara occidental. L'Algérie est en train de se rapprocher de l'Iran, achète des armes à la Russie, etc., veut incarner encore ce côté-là non aligné, qui est pour moi du soviétisme poussiéreux. Enfin, je veux dire, le mur de Berlin est tombé en novembre 89. Là, justement, je vais plaider l'autre thèse, c'est qu'il faudrait un peu plus de réel politique de la part de l'Algérie, un peu plus de pragmatisme et surtout penser espace maghrébin, intégration maghrébine, parce qu'on fait partie de l'une des régions les moins intégrées économiquement en Afrique. On est à la traîne. On ne peut pas faire face aux grandes puissances, à la Chine, aux États-Unis et à la volonté des grandes puissances de vouloir profiter de notre espace si on ne constitue pas au moins une force de 100 millions d'habitants
avec une armée Et conséquente. nous essaierons de parler de qui l'Africom pourrait- justement tout à l'heure. Voilà, cette parce que histoire l'Africom de- est en lien aussi. C'est un Absolument. sujet Oui, très complexe. tellement Voilà. vaste. Vaste et complexe. Oui. Alors, Samir, sur ce sujet, la déclaration de M. Chenghariha, d'abord, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que d'habitude, parce que comme c'est une question internationale, comme il va forcément être sous les feux de la rampe des analyses politiques de haut niveau des chancelleries, d'habitude, ce rôle-là, constitutionnellement, il n'a pas à le jouer. Un chef d'état-major ne fait pas de politique extérieure. S'il laisse parler son chef d'État, même si c'est un chef d'État fantoche, ne serait-ce que pour sauvegarder les apparences. Or là, ils ont franchi le Rubicon, il est allé droit au charbon et il a quasiment annoncé la couleur d'une probable déclaration de guerre. Et la situation entre le Maroc et l'Algérie n'est pas à l'abri d'un dérapage, certes, mais je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à l'affrontement militaire parce que la communauté internationale ne va pas le permettre et puis il n'y a pas assez d'éléments pour entrer en guerre avec un voisin. Ce n'est pas une bagarre de rue, c'est une guerre entre deux nations qui appartiennent, qui sont sous l'égide aussi des Nations Unies. Ce qui fait ces tambours de guerre et ce énième discours, parmi des milliers de discours que nous entendons depuis 1962, à chaque fois que le régime est acculé, il est mis à mal et qu'il est délégitimé par sa propre population, ce sont des discours auxquels on est habitué. Moi, ce qui m'intéresse, s'il nous reste encore des choses à s'intéresser quand le régime parle, c'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font qu'on doit analyser. C'est-à-dire ce discours, au-delà de la parole, il y a une action. Et l'action de ce discours, c'est de se maintenir à flot, c'est de se maintenir au pouvoir. Voilà l'objectif de ce discours. Est-ce que vous imaginez demain que des bataillons de l'armée algérienne vont aller affronter des bataillons de l'armée marocaine? Ça veut dire un affrontement militaire régulier, comme ce qui se fait. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Alors, venant d'un régime suicidaire, Ouais. qu'une petite guerre arrangerait. Ils ne vont pas faire une vraie guerre, parce que là, ça risque d'emporter tout le monde. C'est pour ça que mais une guerre, dans leur logique à eux, serait la bienvenue. Comme ça, si demain vous parlez du Hirak, vous, ou moi, ou Anis, si vous parlez du Hirak, si vous parlez d'un changement de régime, si vous parlez d'un état de droit, on va vous accuser d'être un mercenaire du Merzen. Oui, c'est un truc, comme l'a dit Anis, vieux comme le monde. Ça. C'est pour L'ennemi ça- extérieur. C'est pour ça que j'ai commencé par Et il dire- a prononcé le mot, il a dit les ennemis. Des ennemis, oui. Et il l'a dit. Hein, Oui. C'est pour ça que j'ai commencé par dire un dérapage. Un dérapage est possible parce que nous sommes quand même dans un facteur humain, mais une guerre déclarée du jour au lendemain contre un pays voisin, qui le permettrait? Quand je dis qui le permettrait, je veux dire à nos compatriotes, ne sont pas une île isolée dans le monde. Nous ne déclarons pas des guerres, nous ne nous réveillons pas le matin en allant affronter une nation. Et nous ne sommes pas une nation puissante comme le sous-entend le régime pour faire du va-t-en en guerre du jour au lendemain. Même les Américains, après avoir subi l'attaque du 11 septembre 2001, elle a mis 2 ans pour pouvoir aller attaquer un État, évidemment comme une invasion, ce qui fait même un État aussi puissant que les Américains mettre des mécanismes en place, bon, on s'en gère, tout ce qu'on veut, mais ça c'est un autre discours, pour entrer en guerre. Alors vous imaginez un pays comme l'Algérie, où du jour au lendemain, il vient frapper de plein fouet la réglementation internationale. J'entends bien ce que vous dites, j'entends bien. Alors, mais ce régime qui est acculé, oui. Est-ce que vous auriez, vous, imaginé il y a quelques années qu'un tel régime, pour sauver sa peau, enfin celle d'une partie du régime, il puisse mettre ses propres comparses, ses propres clients, ses propres associés en prison? Les Sellali, les général-major Saïd Bey, les général Mahenna, celui qui vient de sortir, et tous les autres, hein, ils sont des dizaines, des ministres, des walis. Est-ce que vous auriez imaginé qu'ils pourraient aller aussi loin
juste pour sauver leur peau. Ils sont dans la même démarche. Alors, l'imaginez il y a 10 ans, non, mais il y a une donne qui a changé. Le régime a toujours fonctionné un peu comme le bloc soviétique. Ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise, mais la raréfication de la richesse et du gâteau, si je peux le nommer comme ça, elle s'est rétrécie. Et du coup, il fallait quand même, à un moment donné, donner plus d'éléments un peu plus, c'est-à-dire quelque chose de plus nouveau aux Algériens pour donner l'impression qu'il y a une nouvelle Algérie. La guerre intérieure du régime a toujours existé. Djamel, c'est pas à vous ce que je vais- point. Ils Pas- ne se sont jamais mis en prison mais de c'est pour cette ça- façon. c'est Ils pour ne sont ça- jamais accusés de vol, de pillage, de détournement, de trafic d'influence. Jamais. Il y en a eu quelques-uns, si on peut revenir sur les affaires C'était de des, Beloul. Voilà. des actions très Il isolées. n'y a jamais eu une révolution aussi grande Absolument. et nationale, donc J'y c'est arrive, aussi j'y arrive, en c'est pour relation ça. avec eux. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu ici cet élément du Hirak qui a bousculé et il fallait s'adapter à cette bousculade. Et donc, ils pourraient s'adapter à cette bousculade en déclarant une guerre. Très difficile. Une guerre limitée, une Dès- guerre qui pourrait provoquer. Vu le risque migratoire que ça risque de provoquer au l'enjeu- sud de l'Europe, ouais, c'est l'enjeu- c'est vraiment... Pardon, j'essaie Non, de pardon, terminer. excuse-moi. Juste, je dis l'enjeu n'est plus régional. Enfin, l'enjeu n'est plus local. Voilà. L'enjeu, il est régional et international. Jouer cette carte pourrait aussi. les emporter. Exactement. Alors, oui, je voulais allez-y, finissez. Juste terminer, parce qu'on a parlé beaucoup du Maroc. J'assume totalement les 2 minutes que je vais dire. Et je n'ai aucun problème d'être accusé de tout ce qu'ils veulent m'accuser, parce que je suis aussi ici comme analyste et homme politique, et j'assume ma position. La déclaration du Maroc aux Nations Unies, elle est stupide et irrecevable. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit ça, maintenant je passe à une petite analyse. C'est une déclaration d'un représentant sur un papier et ce n'est pas une déclaration vocale devant une tribune et devant Non, une il assistance. y a eu des documents qui ont été distribués. C'est ce que je dis, distribuer. Oui. Il faut, dans un calcul politico-politique, régional, tout ce que vous voulez, dire qu'il y a un rétropédalage du ministère des Affaires étrangères marocain sur cette position. Premier point. Deuxième point, le discours du roi Maroc. C'est de la politique, mais c'est ça aussi la diplomatie. Avant la rupture des relations avec l'Algérie, a tendu la main à l'Algérie. C'est un calcul, mais il est fait et c'est malin. Et le dernier point qu'il faut reconnaître aussi, c'est que si le Maroc il est allé sur le terrain de la Kabylie, c'est que depuis 1962, le régime a singularisé une région de l'Algérie. Il a permis à un autre pays d'aller sur ce terrain-là. Si le régime n'avait pas singularisé, d'ailleurs, Djamel, quand on parle d'Oran, on dit Oran. Quand on parle de Tlemcen, on dit Tlemcen. Quand on parle de Djelfa, de Tieret. Quand on parle de Tizi Ouzou, de Bdjaya, de Bouira, on dit la région kabyle. C'est-à-dire c'est comme si que... Non, mais on dit aussi El Chaouia, on dit aussi On le dit pas la Sahara. Rarement, on emploie Mintaqat Chaouia. On dit Betna. Non, on dit les Aurès. On dit les Aurès. On dit les Aurès, mais comme on dit la Kabylie. on dit toujours la région. On a tellement singularisé. Mais il est vrai qu'ils ont singularisé la Kabylie. Ils ont parce que singularisé. la Kabylie est une région contestataire. D'accord. C'est Mais tout. est-ce que C'est pour aussi simple autant, que ça. il faut la singulariser et la sortir de son Vu algérianité? du côté du régime, c'est normal qu'il la singularise. Alors vous me elle rejoignez. le conteste, elle lui demande de partir. Mais vous me rejoignez que cette Oui, 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 singularité bien sûr. a permis d'aller sur ce terrain. Alors, Omar Ait Mokhtar, sur ce discours de M. Chengareha. Oui, mais vous savez, quand on parle d'abord du Maroc, on parle du Makhzen, on ne parle pas du peuple marocain, le pauvre peuple marocain, opprimé par le Makhzen, justement. Donc, la riposte de l'armée algérienne, de Chengareha, est proportionnée et de taille parce que le Maroc s'est mêlé d'une affaire interne à l'Algérie et surtout de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. Il n'avait pas à le faire. Donc, couper les relations, c'est peu. Donc, ça suffit. Et si vous voyez un peu les événements, comment ils se suivent, on dirait un agenda que le Maroc, comment dirais-je, donc reprend des relations avec Israël
Et cette semaine, une collaboration maroco-israélienne pour la fabrication des drones. Et vous avez tout à fait raison de lier l'histoire du Haraga avec la France, parce que la France, c'est le maître, comment dirais-je, c'est la France qui fait tout ça derrière. Hein. Annoncer la réduction de 50% des visas. D'ailleurs, votre chroniqueur tout à l'heure, il a oublié un chiffre. J'aimerais bien qu'il me donne le chiffre de son papier algérien en France. Pourquoi un pays comme la France ou l'Europe ne règle pas personne ne peut connaître ce chiffre puisque ce sont des clandestins. Non, on peut le connaître parce que... On peut le connaître, certains parlent de l'ex-ambassadeur M. Bajolet, il y a 8-9 ans de cela, hein, ça dure, avait parlé de 300 000 Algériens. Non, moi j'ai débattu si, ça existe, c'est vérifiable. Écoutez, j'ai travaillé sur ce sujet à Paris, j'ai même débattu avec Alain Juppé, l'ex-premier ministre. Vous savez, on fait miroiter aux sans-papiers qui peuvent avoir des papiers. Ils sont tous inscrits à l'OFPRA. Donc vous avez la queue à l'OFPRA, ils ont des chiffres. Je connais des gens de l'OFPRA et j'ai même... Les gens de l'OFPRA ne sont pas des sans-papiers. À partir du moment où il fait une demande d'asile, il n'est plus un sans-papier puisqu'on lui remet un récépissé qui lui permet de circuler. Écoutez, vous savez, quand on est sans-papier en Europe, on tape à toutes les portes. On a fait miroiter au sans-papier qui est inscrit à l'OFPRA, il ne peut pas être expulsé, par exemple. Donc, les chiffres existent. Il y a plus de 300 000 Non, je regrette, Omar El-Pourtar. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Les chiffres des clandestins, qui sont algériens ou marocains ou Henouda ou je ne sais pas quoi, ne sont pas connus. On ne connaît que le chiffre des demandeurs d'asile ou des demandeurs de résidence. Mais on ne connaît pas le chiffre des clandestins. Je vous répète encore une chose. Je vous dis qu'on a miroité aux sans-papiers, tous les sans-papiers, pas que les Algériens, étant inscrits à l'OFPRA, ils sont inexpulsables. Donc, le chiffre, on peut l'avoir approximatif, bien Mais évidemment. non, monsieur, on ne va pas y passer la nuit. Il n'y a d'inscrits que les demandeurs d'asile. Ceux qui ne demandent pas d'asile ne sont pas connus de l'OFPRA. En tout cas, il y a plus de 300 000 sans-papiers en France, et la France et l'Europe ne veulent pas régler ce problème parce qu'ils sont gagnants aussi à réduire un peu les salaires, et voilà. Donc, il y a tout dedans. On s'expliquera un de ces cas. Vous savez, si vous parlez de l'histoire avec le Maroc, l'Algérie, dans son droit, dans son rôle de dire basta, on ne rentre pas dans nos... Vous, monsieur... Alors, je vais vous poser une question, Omar El-Pourtar, je vais vous poser une question. Je ne parle pas de l'ingérence du diplomate marocain dans les affaires purement algériennes, le Kabylie et tout. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Tous les Algériens sont totalement d'accord avec vous. Nul au monde ne peut s'immiscer dans nos affaires. De la même manière que nous n'avons pas à nous immiscer dans les affaires des autres, seraient-ils des frères et des voisins. Mais ceci étant dit, est-ce que, d'après vous, c'est normal qu'un chef d'état-major vienne faire un tel discours, quasiment annoncer des préliminaires de déclaration de guerre? Il n'en a pas le droit, y compris par rapport à leur propre constitution, y compris par rapport à leur propre loi. De quel droit vient-il menacer de guerre à un voisin? Ce n'est que le chef d'état-major. Il aurait pu faire le travail par son chef d'État, celui qu'ils ont eux-mêmes placé à la tête de l'État. Monsieur Benchenouf, vous savez, je pense, enfin, vous et comme les invités, si nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette table, c'est que nous aimons tous l'Algérie et je ne peux pas avoir le monopole du cœur. Je ne peux pas dire que j'aime l'Algérie mieux que vous. Hein. Donc moi, je l'aime, vous aussi. Alors, moi, en tant qu'Algérien qui vous parle à partir de la Kabylie, justement, parce que j'ai une certaine légitimité à parler du MAC, justement, je peux vous donner un historique et je connais aussi Farhat Mani personnellement. Vous savez, je ne peux pas choisir est-ce que c'est le chef d'état-major ou le président de la République à répondre à une agression. Il y a une agression, ils sont dans leur rôle de dire nous avons une puissance, et c'est vrai que nous sommes une deuxième puissance militaire en Afrique, c'est-à-dire arrêtez vos conneries, fabriquez vos drones, on peut en fabriquer plus, avec Israël aussi. Donc, c'est des déclarations de guerre, oui, et nous sommes dans notre rôle. Pour l'instant, on les avertit, on leur dit arrêtez vos conneries. Est-ce que ça ne procéderait pas plutôt
d'une tentative d'hystériser la société, une hystérisation, battre les tambours pour faire taire toute l'opposition, toute forme de contestation? Monsieur Benchenouf, nous sommes désorganisés. Vous savez, nous sommes 4 ou 5 à débattre. À la fin, vous savez, on va commencer à s'attaquer entre nous. Et nous sommes en crise, et gravissime, une crise économique. Par contre, l'Algérie a des leviers. On peut dépasser, surpasser tout cela en un an. C'est-à-dire, M. Benchenouf, je vais le voir avec un média à Alger, dire ce qu'il veut, critiquer et tout ça, parce que je considère que M. Benchenouf aime l'Algérie, il veut la développer. Donc, pareil que moi, mais moi, je veux un changement sans rien casser. Il y a des gens qui veulent un changement en cassant tout. Ce n'est pas mon cas. Eh bien, restez avec nous. Nous allons demander l'avis des autres invités, Nice. Je voulais juste dire à M. Et Mokhtar que régler les problèmes d'Algérie en un an, là, c'est pas possible. Hein. J'aurais aimé être aussi optimiste, mais à la vitesse où on va, c'est la vitesse du Seria qui emmène les migrants Harraga, parce que ça s'appelle Seria, le petit bateau là qui va vite. Go fast. Go fast, Ouais. voilà, qui va traduction dans l'Espagne. de go fast. Ouais. Donc l'Algérie se dirige droit dans le mur et très rapidement, à la vitesse de ce Seria là. Et c'est pas étonnant que les gens partent parce que les gens, ils ont une intelligence pragmatique, ils voient les prix augmenter, ils voient l'inflation, ils voient la stagnation des salaires, ils voient la planche à billets qui fait que leurs 20 000 dinars ou 30 000 dinars ou 40 000 dinars leur apportent moins qu'avant. Donc toute cette crise sociale, même si Tebboune semble dire que... Est-ce que c'est seulement d'ordre économique puisque la Non, Harga non. coûte... En fait, Harga, justement, vous savez combien elle coûte? 70 millions. Justement, 30 non, fois le SMIC. Ce n'est pas que économique. Hein. Oui. J'irai même plus loin. Même si le régime algérien, même si on avait l'une des meilleures démocraties en Algérie, pour moi, il y a des problèmes d'ordre culturel, de manque de liberté individuelle pour les jeunes. Donc on va parler clairement, il n'y a pas que l'aspect économique, Oui. Il y a aussi un désir de vie, il y a aussi un désir de liberté individuelle, un désir de s'exprimer, un désir de rencontrer l'étranger, de rencontrer ces villas cosmopolites que sont Paris, où les gens se mélangent, la dignité. où les gens sont dignes, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent faire de l'art, où ils peuvent faire du sport, où ils ont moyen de faire des choses. Donc non, ce n'est pas que économique, c'est aussi lié au lifestyle vendu par les réseaux sociaux, etc. C'est un problème très complexe, c'est un choc de la modernité avec les pays... Je rappelle que vous êtes psychologue. Voilà, donc quand on parle de représentation sociale, on parle de ça, c'est-à-dire que la soft power occidentale vend un modèle, et ce modèle-là ne se retrouve pas dans la vie des gens. Donc à un moment donné, il y a un gap qu'ils essayent de compenser. Oui. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils vont chercher les moyens pour vivre comme les Instagrammeurs ou comme les Facebookers ou les influenceurs qu'ils voient. Ça, c'est le côté sociologique, socio-psychologique. Après, il y a quand même une lame de fond de crise sociale qui décuple le nombre de Harraga. Et franchement, j'en profite pour me recueillir sur leur âme, parce que c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible que maintenant, on arrive au stade où c'est des femmes avec des bébés qui partent. On n'avait pas vu ça avant, ou pas de cette ampleur-là. Et je lis ça justement, je vais lier ça à la décision qu'a pris la France de limiter les visas octroyés aux Algériens, Tunisiens, Marocains. Je pense qu'il n'est pas interdit d'imaginer que c'est une anticipation par rapport aux fortes crises migratoires qui vont arriver dans le futur. Il faut savoir que la DGSE, donc les renseignements français en 2018, avait sorti déjà un rapport disant que s'il y a instabilité liée au 5e mandat de Bouteflika, ça allait être 1 million à 2 millions de personnes qui allaient arriver dans les quelques années qui allaient suivre ces déstabilisations-là. Ils ont vu l'exemple libyen, ils ne veulent pas avoir la même chose, mais ils essayent de ménager, ils essayent de ménager le chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'en même temps, ils soutiennent des dictatures, et en même temps, de l'autre côté, ils ne veulent pas d'une immigration, mais en même temps aussi, Macron déclare que dans l'hôtellerie, dans la restauration, le bassin d'emploi des Français ne suffit pas. Parce que, mine de rien, c'est une population vieillissante. Donc, c'est un sujet très complexe. Je ne sais pas si les décideurs dans l'Hexagone ont une image très claire de ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'ils ont une vision à court et moyen terme, mais pas à long terme. Moi, je pense que tout cela passera par une coopération beaucoup plus élargie entre les pays du Nord et les pays du Sud, par une redistribution des richesses au niveau mondial, par un co-développement aussi des pays du Nord et des pays du Sud, parce que
plus on avance... Autant de vœux pieux. Non, mais je veux dire, ça passera. Soit on vit tous, soit on va mourir, se retrouver dans des guerres, ou se retrouver dans des mégapoles. Je vais faire un peu dans la dystopie futuriste. C'est qu'on va se retrouver dans un darwinisme social. C'est-à-dire que les personnes vont se tuer, et ils vont tuer pour pouvoir arriver dans cette grande ville-là où on trouve du travail. Parce que, surtout avec les crises climatiques, mais ça c'est un sujet encore plus vaste, il y a des migrations climatiques qui sont en train de se faire. Absolument. Liées aux sécheresses, liées à la raréfaction des ressources, et ça ne concerne pas que l'Algérie. Avec qu'on fasse un appel d'air dû au vieillissement des populations. Voilà, donc à un moment donné, il y a des projections qui disent que d'ici 2100, on sera tous plutôt mat de peau et plutôt asiatiques. Et c'est normal parce que l'Afrique, c'est 1 milliard d'individus. Avec l'Asie, on sera tous métissés. Et c'est l'histoire de l'humanité. Voilà. Vous apportez de l'eau aux théoriciens du grand remplacement. Je dirais... Ou du moins pour juste faire une petite pique par rapport à ça. Oui, c'est l'écrivain français qui a parlé du grand remplacement. C'est le théoricien du grand remplacement. Moi, je vais dire que font des blancs aux yeux bleus en Afrique du Sud, en Australie et aux États-Unis. Vous avez tué tout le... Enfin, non, les colons ont tué tout le monde. Donc, nous parler de nous de grand remplacement, rentrez en Europe et ensuite, on verra qui a grand remplacé qui. Alors, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Chengueria, son discours, un petit extrait de son discours d'aujourd'hui. لكن سيخيب مساعهم وسينقلبون خاسرين مدحورين لأن الجزائر التي دخلت عهدا جديدا والقوية بجيشها وشعبها عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى تحت قيادة السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيد كما أنها في أتم الاستعداد للتصدي بحزم والصرامة لكل المخططات الدنيئة التي تحاك في السر والعلن لاستهداف كيان الدولة الوطنية ورموزها معتمدة في ذلك على رصيدها التاريخي الزاخر ومبادئها الثابتة ووحدة شعبها الأبي الذي سيقف مع قيادته ومؤسسات دولته في كافة الظروف والأحوال كرجل واحد أمام أي جهة تنوي الإضرار بالجزائر الشهداء فإرادة الشعوب لا تقهر. Globalement, pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, est en train de dire nous sommes prêts à la réaction, une réaction forte, que tout le peuple comme un seul homme autour de son État, autour de son armée et les ennemis, etc., etc. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est malheureux. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Oui. 1970. Bref, je vous ai dit tout à l'heure, cher Jamel, c'est toujours l'action qui m'intéresse. Africa Intelligence. Oui. À Toulon, la marine algérienne fait de la figuration. Un des 2 frégates Meko, récemment acquises par l'Algérie, était en déplacement à Toulon ce mois-ci. Un voyage qui ressemble plus à une parade qu'à une manœuvre, puisque les missiles installés sur le bâtiment dysfonctionnent. Oui, mais Afrique Intelligence, il faut connaître. Hein, je connais. Il est plutôt d'obédience marocaine. Hein. Écoutez. C'est un site... Écoutez, les bateaux étaient à Toulon, n'étaient pas... Je ne suis pas en train de défendre la junte, hein, mais il faut dire les choses. D'accord. Oui. Mais les bateaux étaient à Toulon, ils n'étaient pas à Tanger. Oui. On est d'accord. Oui, oui. Le dysfonctionnement est réel. On ne sait pas, c'est eux qui le disent. Alors, ils nous ont qu'à nous démontrer que ce n'est pas le cas. Je vais vous donner une autre information. Je vous dis ça parce que, je vous dis encore une fois, c'est les actions qui sont intéressantes. Vous savez que YouTube vient de fermer la chaîne dans laquelle diffuse l'armée ses documentaires. L'armée algérienne? Oui. Ah bon? Elle vient d'être fermée. D'accord. Alors, est-ce que
la puissance, elle est quantitative ou est-ce qu'elle est qualitative? Moi, je pense, dans ma conception du monde, elle est qualitative. L'armée algérienne qui passe par YouTube pour diffuser ses messages officiels? Bah, elle fait. Alors, je vais vous lire Oui, tout comme il y a une l'info, page Facebook, tout comme... parce que c'est quand même important. Facebook à la limite, ou Twitter, j'aurais compris. Il diffuse. Alors, je veux dire, je passe elle a été fermée. La goutte qui a fait déborder le vase et la diffusion sur YouTube d'un programme commandé par l'armée à la télévision publique algérienne et qui consiste en prétendu reportage sur certains opposants politiques algériens vivant en exil, mais très actifs et très critiques du pouvoir de la junte et sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Ce qui fait, YouTube a dit bon... Pourtant, il a suffisamment de gens qui travaillent pour lui. Alors, le régime... c'est pour ça que je vous dis, il y a un décalage entre le régime et le temps actuel, ça veut dire le 2021. Quand on entend ces discours et on voit... C'est vrai que c'est incroyable. Hein, c'est un décalage. C'est un vrai décalage. C'est un décalage. Ouais. Je vais vous donner une information pour que les Algériens puissent quand même... Ce qu'on dit est une réalité. Je n'invente rien. Je veux dire, il suffit de se renseigner, il suffit de se documenter, il suffit d'aller sur Internet, sur les sites officiels. Je ne parle pas du darknet, ça veut dire sur les organismes officiels qui existent dans le monde, et on va comprendre dans quelle situation vit l'Algérie. Cher Jamel, nous sommes le 3e importateur mondial de poudre de lait écrémé et le 2e concernant le poudre lait entier. Nous, mondial, mondial, 189 pays. Accrochez-vous, cher Jamel. Nous importons, nous, les 45 millions d'Algériens, enfin pour les 45 millions de bouches algériennes, sur les 7 milliards d'êtres humains qui vivent sur cette planète, 17% du lait mondial de poudre. 17%. Comment il appelle la puissance régionale? En ce moment, ils nous ont sorti le nouveau élément de langage, pivot. L'État pivot. Pivot. Ça veut dire autour duquel tout le monde tourne. Alors, ce que je donne comme chiffre là, c'est vérifiable à l'ONFAA, c'est-à-dire à l'Observatoire algérien des filières agricoles et agroalimentaires. Je n'invente rien, je donne une information. Mais d'après vous, Samir, le discours de M. Chenguereha, je suis d'accord avec vous qu'il est d'un autre âge. Pour moi, c'est presque du mépris pour ceux qui l'écoutent et qui prennent des notes. Moi, personnellement, j'aurais honte de prendre des notes devant un tel galimatia. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent y croire réellement? Est-ce qu'il peut mobiliser certains de nos compatriotes et les tromper avec un tel discours? Je pense, et malheureusement, mieux vaut que le courage, c'est la lucidité, je suis quelqu'un de lucide, je vois même dans mon entourage, il y a cette espèce de fibre un peu nationaliste qui se lève tous les 4 matins, on ne sait pas pourquoi, pour défendre une Algérie menacée. Le seul menace qui a finalement fait du mal à l'Algérie, réellement, depuis 60 ans, est-ce que, Jamel, un pays tierce nous a agressés? Pas à ma connaissance. Qu'est-ce qui a fait que l'Algérie soit aujourd'hui à genoux? Les agressions. Le Maroc, justement. 63, oui. La guerre des sables. C'est pas une colonisation. Ce que je veux dire, disons que c'est un différent frontalier qui a mal tourné. Le retard que nous avons cumulé pendant 60 ans est dû à une agression extérieure. Elle est due à une gestion interne de ce régime. Pas une gestion, une infection. Une incurie. Une indigestion. C'est-à-dire, le seul ennemi qui a fait que l'Algérie, et je vais encore choquer, parce que j'ai décidé dorénavant de ne plus mâcher mes mots, vu à la colère que j'ai, vu la situation en Algérie. Eh bien, ce qu'a laissé la France a été détruit. Nous n'avons rien construit. Je donne un exemple simple. 800 000 habitants à Alger au départ de l'administration coloniale, 8 millions au Grand Alger aujourd'hui. Combien d'hôpitaux ont été construits en 60 ans, alors que la population s'est multipliée par 10? La réponse est 0. Est-ce que
Il y a eu quand même des hôpitaux. À Alger. Ain Naja, c'est pas Alger? Non, mais Ain Naja, c'est l'armée. Oui. D'accord. Je Entre parle. autres. Non, Il mais n'y a pas d'hôpitaux civils construits? Non. Aucun? Vous non, êtes sûr? Jamal. Non, Jamal. Je D'accord. parle d'Alger. Alger ville, non. Non. Alger ville, Mais non. sinon, dans la wilaya. Oui, mais d'accord. Mais Il y en a. Oui, Oui, oui. mais 60 ans. Oui. 60 ans. Il devrait y avoir 10 fois plus, Oui, oui, bien sûr. normalement. Du moins, il devrait y avoir. 10 fois plus d'écoles, 10 fois plus de routes, 10 Alors, fois plus de trains, 10 fois plus d'avions. Combien de lignes de chemin de fer ont été faites en 60 ans? Après le départ des 6000 kilomètres de chemin de fer que l'armée française... Alors, je vais vous arrêter sur ça, parce que si on rentre dans ce genre de comparaison, Mais, nous Jamel, allons faire une émission mais d'une année. Je Et on vais va pas m'arrêter. arrêter. Ce que je veux Ouais. dire par là, qui a détruit ce pays? C'est eux. Un agresseur? C'est le régime, Le régime. c'est le système, Qui n'a pas développé l'économie? c'est le système. Qui n'a pas fait de nous une puissance ailleurs en faisant ce que avait dit mon ami en face et ce que j'avais moi dit sur d'autres plateaux, du soft power? Et qui a fait de ce magnifique, cet admirable paradis un enfer sur terre. Alors qu'on ne vient pas aujourd'hui C'est- nous dire que des gens veulent détruire l'Algérie. Vous l'avez amenée là où elle est aujourd'hui. Et nous allons demander à Omar El Moukhtar de nous dire son avis, mais avant, je vais d'abord vous laisser commenter, puis j'ai une question pour vous. Écoutez, le monsieur qui vient de passer, il a noir. Samir Yahyaoui. Monsieur Samir Yahyaoui, bonsoir. Donc, il a noirci un tableau noir, il n'a rien rajouté. On n'a rien vu quand on noircit un tableau noir. Moi, je vous dis une chose, c'est que l'Algérie, si nous nous écoutons aujourd'hui, il suffit de libérer les énergies d'initiative, le pays démarre. Nous avons tous les leviers, nous n'avons pas à avoir peur. Et c'est vrai Mais moi, que- je suis tenté de vous dire pourquoi, qui a enchaîné les énergies. C'est Non, eux. mais écoutez, C'est eux. écoutez, je ne C'est sais- pas, je ne c'est sais- pas une mais- puissance étrangère. Ce sont eux qui ont tout tué, monsieur- tout étouffé. Mais je vous laisse vous monsieur exprimer. Bouchino. Pardon. Allez-y. Monsieur Bachir, je vous assure que je vous connais bien. Wallah, je vous mettrai ministre de la communication, moi personnellement. Vous comprenez? Donc, c'est un gâchis de ne pas pouvoir exploiter vos compétences. J'arrête. Il y en a comme vous dans tous les domaines. Ils peuvent. La diaspora algérienne est la plus grande, et la plus diversifiée, la plus riche dans tous les domaines. Nous avons 17 000 médecins en France. Ils ont tous fait leurs études en Algérie. On forme pour la France. La France profite de l'Algérie depuis l'indépendance. C'est-à-dire ces médecins, moi je les connais, je me suis réuni avec eux plusieurs fois par leur association, ils veulent tous donner au moins une semaine par an à l'Algérie, soigner ici. Nous n'avons pas envoyé des gens en France pour se soigner. Ils peuvent se soigner ici. Ils peuvent venir aider. Ils peuvent même payer pour aider l'Algérie. Alors moi, Donc, je vais vous poser une question justement qui s'inscrit dans ce que vous êtes en train de dire. Appeler nos compatriotes à donner de ce qu'ils peuvent donner pour aider le pays, d'accord. Or, ce régime vient de rappeler dans le sécuritaire des généraux et des généraux-majors qui ont été condamnés, qui ont fait de la prison pour trafic d'influence, enrichissement illicite, selon leur propre chef d'inculpation. Hein. Ce n'est pas le peuple qui les a accusés de ça. Attendez, et ces gens-là sont connus pour être des criminels contre l'humanité, des criminels de guerre. Alors on les a rappelés, alors qu'ils étaient à la retraite ou qu'ils étaient en liberté provisoire, et ils sont toujours en liberté provisoire légalement. Ils ont été rappelés et on leur a confié une nouvelle direction, dite direction de l'antiterrorisme. Voilà, comment voulez-vous donc engager d'autres Algériens? Ils sont en train de se rappeler les uns les autres entre eux. Monsieur Benchenou, oui. La décennie noire a fait que l'Algérie a pratiquement disparu. Et grâce justement à cette armée, si nous tenons debout, c'est la seule institution qui tient debout en ce moment. On peut se défendre, on peut donc partir sur de bons pieds. Je ne rentre pas dans ce discours sécuritaire, machin. On a une armée forte. D'accord, qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Djebbar Mehenna à la tête d'une nouvelle direction dite antiterroriste? Eh bien, monsieur Benchinouf, je vous assure que je suis venu en Algérie enterrer mon père en période de terrorisme. 2 jours, je n'ai pas dormi, par peur. Donc, je suis reparti tout de suite. Si ces gens-là ont défendu l'Algérie, enfin,
L'État C'est qui les terroristes en ce moment, Rachad ou le MAC? Non, 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 je ne rentre pas dans ce discours aussi. Vous savez, je n'ai pas d'éléments, je laisse la justice faire. Je préfère qu'il y ait réconciliation et clémence de l'État et partir. Nous avons le devoir de nous réunir, de nous écouter, et nous sommes obligés de vivre ensemble avec nous différents. Mais quand on veut faire de la réconciliation, on ne rappelle pas Jabbar Menna. On rappelle des gens qui prônaient la réconciliation, pas les gens qui tuaient les gens et qui faisaient des carnages de masse, qui faisaient assassiner les moines de Dibhirin, et je passe sur le reste. Monsieur Benchenou, vous savez, en Syrie, quand ça a commencé, on a commencé à s'attaquer à tel général. On dit, ah non, je n'attaque pas l'institution militaire, mais juste ce général-là. Je m'interdis de parler d'un général ou de l'armée, c'est sacré pour moi. Et grâce à cette armée, si nous sommes encore, on peut sortir la nuit. Donc, ils protègent le pays, nos frontières, 7000 km de frontières. Donc, l'armée, elle est capable de faire son travail et tout ça. S'ils ont fait appel rapidement. Oui, Anis Kamaï vous a dit d'accord, ils protègent les frontières. Mais ils font leur travail, c'est tout. Ils sont payés pour protéger les frontières, mais ils ne sont pas payés pour s'immiscer dans la politique. Vous savez, si nous voulons parler de l'Algérie, parlons de cette crise économique, comment nous pouvons nous en sortir. Faites des propositions. Je ne rentre pas, je ne nomme pas les généraux, je ne les enlève pas. L'institution militaire, c'est l'ossature de l'État. Est-ce que vous seriez d'accord, vous dit Samer Yahyaoui, de faire une proposition pour que l'armée se retire de la politique? Mais, vous savez, M. Benchenou, là, je vais vous accuser de quelque chose. Le Hirak, moi, je n'ai jamais fait partie de ce Hirak, je n'ai jamais cru, vous le savez très bien. On a parlé de retrait de l'armée. Vous savez, ce Hirak qui n'a pas pu se structurer, organisez-vous. Mais si personne ne s'organise, juste marcher dans la rue, khawa tous les vendredis, ça ne sert à rien. Est-ce que vous vous êtes organisé? Si nous organisons... Non, on préfère marcher khawa. Hein? Mais ça servait à quoi? Non, mais... Par raison de perdre. Oui. Anis Kama va vous poser une question. Est-ce que le fait que le Hirak ne s'est pas organisé exonère la responsabilité de l'état-major, et je ne parle pas de l'armée, je parle de l'état-major, d'une petite partie de l'état-major, dans ce qu'elle fait? Pour moi, ça ne les exonère pas. Le Hirak ne s'est pas organisé, certes, mais on vit une dictature militaire. Voilà, c'est... Vous savez, moi je suis à Tizi aujourd'hui. Je vous parle de l'Algérie. Mais bien sûr... J'ai vécu 39 ans à Paris, on prend son temps. Nous sommes un pays sous-développé. Sous-développé, nous sommes quand même mal organisés. Donc, je n'accuse pas ni le gouvernement, parce que nous n'avons pas pu nous organiser nous-mêmes. Mais quant à moi et vous déjà, il y a des accusations mutuelles à chaque fois. On n'a jamais essayé de nous connaître, de nous unir, de discuter. Est-ce qu'on soit, on s'écoute pour, justement, cette armée va faire que son travail. Pour l'instant, elle protège le pays. Et elle fait tout, malheureusement. Et restez avec nous, Omar Aït Mokhtar. Anis, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination de M. Jabbar Menna, de son rappel? Et d'abord, je rappelle que quand il a fait 11 mois, je crois, de prison à Blida, sous l'inculpation de trafic d'influence et d'enrichissement illicite, il avait été remis en liberté, mais en liberté provisoire. Il n'est plus repassé en justice à notre connaissance. Et il n'a pas été acquitté, il n'a pas été gracié, il n'a pas été relaxé. Il est toujours normalement, légalement, sous le coup d'une... en situation de liberté provisoire. Or, on vient de le rappeler pour créer pour lui une direction à part entière au sein du DRS, et où sera le directeur qui relèvera directement du chef d'état-major. Il y a une phrase qu'on utilisait pendant le Hirak, qu'on utilise toujours, puisque le Hirak est toujours présent, c'est « Imam Nasr et Imam Masr ». C'est-à-dire soit la victoire, soit l'Égypte. Soit on devient l'Égypte. Et c'est exactement le scénario égyptien qui est en train de se passer. C'est-à-dire révolution. Après, bien sûr qu'il y a eu des dérives aussi de la part des Ikhwan en Égypte, il n'y a pas de problème. Mais contre-révolution après. Donc ce qui s'est passé en Égypte, c'est que quand El Sisi a pris le pouvoir, il y a tous les corrompus qui sont sortis de prison, tous les généraux qui ont baigné dans des affaires qui sont sortis de prison, qui ont été blanchis. Moi, je mets ça en relation avec, d'une part, donc je parle maintenant de Jabbar Menna, le fait que Toufiq revient en force,
et maintenant replace ces hommes sûrs, ces hommes sur lesquels les hommes sur lesquels il peut compter, avec lesquels il a travaillé. Et d'autre part, je lis ça aussi avec la préparation ou la tentative de préparation de l'opinion publique sur ce qu'ils appellent l'amnistie, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé encore un pour libérer leurs potes. Pour libérer les copains qui ont pris dans la caisse, les haddad, etc., pour les blanchir. Et peut-être qu'ils vont symboliquement mettre 1 million d'euros encore, je suis optimiste. Et dire c'est tout ce que j'ai pris. Et dire c'est tout ce que j'ai pris, voilà, et puis s'enfuir, enfin pas s'enfuir, mais rester et continuer à piquer dans la caisse. Donc c'est avec une grande amertume. Et nous aussi, enfin franchement, il parlait tout à l'heure du fait que le Hirak ne s'est pas organisé, c'est notre part de responsabilité. C'est vrai. On n'a pas pu s'organiser. Il y a eu des lenteurs et des lourdeurs et des inerties liées à des conflits liés à la polarisation des années 90, c'est un fait aussi. Je veux dire, il n'y avait pas double rupture en Tunisie, par exemple. Enfin bon, c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Voilà. Et la Tunisie n'a pas vécu la guerre qu'on a vécue contre le terrorisme. Mais est-ce que c'est une fatalité? Non. Est-ce que, pour le coup, les dés sont joués, comment dire, la partie est jouée? Non. On a encore une marge de manœuvre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'énergie, on peut toujours faire des choses. Si on sait, et je vais finir sur ça, si on sait s'organiser, et sincèrement, vu la situation actuelle et la détérioration de la situation sociale, ça risque d'arriver beaucoup plus tôt que l'on pense. Alors, Samir Yahyaoui sur la nomination de Jabbar Manna et le rappel d'autres généraux du même profil, à peu près, qui sont déjà en activité. Ils ont été rappelés, ils sont à la manœuvre. Beaucoup de choses ont été dites, Jamal. C'est un simple retour. Mais comment ça s'explique? Pourquoi? Est-ce qu'il se prépare à lancer un nouveau terrorisme pédagogique? Est-ce qu'il s'apprête à inséminer la violence au sein de la société? Depuis Tegnitourine, ils ne peuvent plus vraiment faire les opérations qu'ils... Mais pourquoi rappeler ces gens-là, alors, qui ont un profil aussi prononcé? Oui. C'est terrible. Hein. Il y a parmi eux quelqu'un dont on dit qu'il tuait les gens de ses propres mains. C'est un retour à la case de départ. D'accord. Malheureusement. C'est incroyable. C'est un retour à la case de départ. Tout ça pour ça, comme ils disent, l'Algérie nouvelle? Mais Jamal, je réponds à votre question. C'est un retour à la case de départ. Le régime utilise tous les leviers et tous les moyens à sa disposition, puisqu'il n'en possède pas beaucoup, mais il utilise toutes les ressources et tous les moyens à sa disposition pour se maintenir au pouvoir. Voilà le projet. Après, se maintenir au pouvoir peut se décliner en plusieurs programmes, dont l'instrumentalisation de la population, de quelques mouvements, la manipulation. Il est quand même... Moi, je refuse de parler de terrorisme. Je refuse. On n'a pas marché 2 ans pacifiquement pour que je puisse entendre le mot terrorisme. C'est eux qui en parlent. D'accord. Eux, ils en parlent. En revanche... Ils ont créé 2 mouvements politiques, ils ont transformé en mouvements terroristes. C'est pour ça que je refuse de rentrer dans cette case dans leur jeu. On parle de terrorisme alors qu'il n'y a pas de terrorisme. Et vous avez dit, il a raison sur l'organisation, je rejoins aussi Jamel. Et en revanche, il faut dire quelle est la conséquence du fait que le Hirak ne s'est pas organisé. Alors, il ne s'est pas organisé comment le Hirak? C'est que ce que nous appelons la dite opposition en Algérie n'a pas su converger. Et elle a permis la spéculation et la manœuvre sur le MAC et Rachad. Si il y avait une représentation assez claire, nette et précise du Hirak, nous aurons absorbé toutes les énergies qu'on aurait trouvées dans le mouvement d'Al-Hirak. Mais comme on a laissé la voie ouverte, eh ben, le régime, il a fait son travail. C'est le seul travail qu'il sait faire. Je termine avec ça, Jamel. Nous avons parlé souvent du soutien de l'Occident. Même maintenant, je pose la question à chaque personne qui me dit que l'Occident soutient ce régime. J'aimerais qu'il me donne les mécanismes tangibles, les preuves tangibles de ce soutien. Je vais vous dire où est-ce que nous avons échoué. Nous ne va pas reprocher aux gens de gérer leurs intérêts. Nous n'avons pas su présenter l'alternative. Il y a Macron qui disait que Tebboune est un président courageux. Il y a un soutien quand même... Il y a François Hollande qui disait je veux voir les mécanismes mis en place
Mais nous, on ne peut pas présenter l'alternative. Si Mitterrand disait je veux ils sont pas de avec le barbu régime, ils ne nous Mitterrand parlent pas à disait, je nous. veux pas de barbu à Alger. Je reviens au mécanisme. Je vais vous donner un exemple et Jamel, vous allez vous souvenir très très bien de cet exemple. Paris-Alger, une histoire passionnelle, vous l'avez lu le livre? Vous ramenez tout sur, quand je dis vous, pas vous personnellement, sur la France. Tu peux me tutoyer. Non, mais bref. Comme on est sur un plateau télé et respectable, nous devons une certaine vérité à nos téléspectateurs. Le livre Paris-Alger, une histoire passionnelle, je termine sur deux exemples. Alger, le régime a failli être lâché quand il y a eu une table qui s'est réunie qui s'appelait Saint-Égidio. Là, l'administration américaine de Clinton a dit « ça suffit avec ces militaires ». D'autres manœuvres ont été mises en place pour les maintenir. En revanche, quand vous dites que l'Occident les soutient, l'Occident soutient ses intérêts. Nous n'avons pas une alternative. 2 secondes. Si nous parlons dans ce sens-là, attention au poids de nos paroles. Ça veut dire qu'on va finir peut-être par s'excuser vis-à-vis du régime en croyant que ce sont des sous-traitants de l'Occident et qui sont responsables de rien. C'est pas aussi fatal que ça. Non, d'un autre j'ai une côté, position plus nuancée. Oui. Je peux permettre juste de mais donner très ma vite position. parce que nous devons Pour absolument. moi, oui, bien sûr, l'Algérie devrait soigner ses intérêts avant tout. La France soigne ses intérêts avant tout. Pas que la France. Oui, toute la planète, voilà. Et de là à dire que le régime algérien tient à 100% grâce à la France un soutien total, etc., c'est faux. Ce ne sont pas des vassaux de la France. Il y a une marge de manœuvre, plus ou moins grande. Mais est-ce qu'il y a quand même un soutien, pas total? Il n'est pas interdit de penser ça. Il y a quand même des éléments. Je me permets de vous arrêter parce qu'il n'y a plus de temps. J'ai cité un livre. Donc nous allons passer à l'Haraga parce que c'est très important. Nous allons regarder 2 petits extraits. L'un après l'autre, parce qu'il n'y a plus de temps. وحنا ديسباري الحمد لله على لحقنا قامليك شربنا الماء تاع البحر قامليك كنا حراقه 7 ايام 7 ايام خوتي 7 ايام 7 ايام غاتشوف الفيدات هاي ليك الحمد لله خوتي هاكو خوتي 7 ايام ديسباري ما كلينا ما شربنا الحمد لله يا ربي هذا وين جات الطياره هاي ليك ريكوراونا وبعثوا لنا الفيديوهات هاي ليك الحمد لله يا اسمع Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. الحمد لله صبيان الحمد لله الحمد لله Tranquilo. Tranquilo. Eh oui. Alors, nous allons commencer par Omar El Mokhtar. Il ne reste plus de temps, malheureusement. 2 minutes chacun. Omar El Mokhtar, sur les Haragas, je rappelle que 50 de nos compatriotes ont péri en mer, ou du moins portés disparus, et qu'il n'y a pas eu de la part du président de la République, ni de quelque autre personnalité, le moindre mot de compassion, encore moins de condoléances, encore moins un hommage. Alors qu'ils sont en train de se congratuler de mettre des drapeaux en berne les uns pour les autres à la suite de décès de gens qui n'ont jamais servi l'Algérie mais qui ont servi leur propre clientèle. Omar El Mokhtar. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur ce thème, sur les sans-papiers en France et bien sûr les haragas. Je vous assure que la France provoque quelque chose. L'annonce d'aujourd'hui de réduire de 50% des visas, il va y avoir plus de morts. Donc, et je vous assure que si on donne un visa à tout le monde, enfin, celui qui veut voyager, tenter sa chance, c'est normal, la planète est devenue un village. Il n'y aurait pas ça. Donc, c'est la faute aussi à la France et à l'Europe. C'est la France qui pousse l'Europe à le faire. Et les sans-papiers qui sont en France, si on leur donnait un titre de séjour d'1 an, ils vont essayer de venir et revenir. S'ils ne trouvent pas leur compte, ils resteront en Algérie. Et en simultané,
il est temps de développer ce pays. On forme des ingénieurs pour rien, parce qu'ils ne trouvent pas de boulot avec leur diplôme. Donc, les deux choses sont liées. Comme Tati, donc, franchement, là, et puis moi, je ne les encourage pas. Pas 30, 50. 50. Oui, 50, c'est plus. Enfin, il y a plus non, que non, ça. 50 dans les 4 embarcations. Je ne parle pas des autres qui sont. Je compte par milliers. Par milliers. Moi, je n'encourage pas les jeunes à partir. Déjà, partir normalement, c'est mourir un peu. Donc, partir comme ça, risquer sa vie, moi, je ne les encourage pas à le faire. Juste un point, M. Benchenouf, vous savez, il y a quelqu'un qui a parlé du livre Paréage d'histoire passionnelle. Alors, Christophe Dubois m'avait demandé d'être co-auteur, j'ai les preuves, et j'ai refusé parce que j'ai vu qu'il parlait que de l'Algérie. Pour moi, il n'a pas le droit de s'ingérer dans nos affaires. Eh bien, il m'a réservé 2 pages. S'il l'a lu, normalement, il doit me dire ce qu'il a dit Christophe Dubois sur moi. Il m'a traité même peut-être de traître. C'est la seule chose que je ne supporte pas. Vous pouvez me coller toutes les étiquettes du monde, mais traître, je ne le suis pas. Merci, Omar Haït Mokhtar. À mon pays. Merci. Alors, Anis Kama, 2 minutes. Désolé de vous presser ainsi. Non, je voulais juste répondre rapidement. Les journalistes ont le droit de s'ingérer dans n'importe quel pays, le leur, les voisins, ceux d'en face, sans problème. Et c'est ça la liberté d'expression. Et on se bat pour ça, juste pour répondre à ça. Les haragas, c'est terrible, c'est déchirant ce qui se passe. Moi, juste, je lance un appel. Je suis contre le harga, mais si vous allez tenter ça, ne le faites pas avec vos enfants. C'est vraiment terrible les images qu'on voit. C'est inhumain. Mais en même temps, l'Europe ne ferait que récolter ce qu'elle a semé, c'est-à-dire le soutien pas total, pas fatal, pas entier, pas à 100%, mais soutien quand même aux dictatures. La France-Afrique, ce n'est pas une idée de l'esprit, ce n'est pas une vue de l'esprit. Rocard, le réseau Foccart plutôt, Jacques Foccart en Afrique de l'Ouest, etc., et aussi en Algérie. Donc pour avoir pas mal milité avec des camarades ivoiriens, etc., ou Fouet-Boigny en Côte d'Ivoire, etc., c'était des relais de la France-Afrique, et c'est une réalité. Le franc CFA, bon, on peut faire aussi toute une émission sur la France-Afrique et la France-Algérie, c'est une réalité. Mais est-ce que, du coup, on va se dire que ce régime-là ne fait que appliquer ce que dit la France, et c'est là où on diverge peut-être, où on a une différence de nuance. Je ne vais pas je ne vais pas jusque-là. C'est-à-dire qu'on a une marge de manœuvre, et si le Hirak, et sur ça je suis d'accord avec M. Yahyaoui, si le Hirak savait se structurer et pouvait se structurer, ben, il aurait pu présenter quelque chose qui donnerait une impression de stabilité, une alternative dans l'environnement, parce qu'on ne vit pas tout seul dans une île. Voilà. Samir. Alors, je pense... Pour le coup, c'est le mot de la fin. Oui, je pense qu'on n'est plus face à des haragas. C'est un pavé dans la mare. Je pense qu'on est face à un phénomène de réfugiés. Ce ne sont plus des haragas. Quand 1500 personnes arrivent sur des côtes en 24 heures, les Algériens sont en train de se réfugier en Europe, fuyant une misère, une guerre déclarée contre le peuple, non dite. Il n'y a plus de haragas, c'est un phénomène de réfugiés. Comment on pourrait qualifier réfugiés politiques, économiques Comme vous l'avez dit, boat people, je l'ai vu dans l'émission. Boat people, ouais. C'est des réfugiés. Ouais. Ça englobe toutes les misères, politiques, sociales, économiques, culturelles, tout. Ce sont des réfugiés. Il n'y a pas de guerre, mais il y a une guerre qui est menée contre ce peuple, alors ils sont en train de se réfugier. Je veux une petite nuance quand je dis ça sur le soutien de l'Occident. Pourquoi je ne veux pas le développer outre mesure? Pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas croire qu'à un moment donné, ça veut dire que quoi? Ça veut dire si demain la France arrête le soutien du régime, le régime tombe? C'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à l'ancienne puissance coloniale de venir nous libérer quand même, en disant arrêtez à nous de prendre nos responsabilités et de se libérer nous-mêmes. Je n'appelle personne à me libérer. D'ailleurs, Macron à Alger, quand le jeune lui a dit Monsieur Macron, on étouffe, il lui a dit desserrez-vous. Et ça veut tout dire. C'est une signification assez... Et ça veut tout dire. Alors, merci Anis Kama, merci Samir Yahyaoui, merci Omar Haït Mokhtar, merci à Chaban, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je sais que c'est un luxe que je ne peux pas me permettre, que nous ne pouvons pas nous permettre, nous tous qui vivons à l'étranger, de vous conseiller de ne pas tenter le harga. Vous seriez tenté de nous dire, vous êtes là-bas, bien, il ne vous manque rien. Mais croyez-moi,
croyez-moi. Si, personnellement, pour ce qui concerne, si je le pouvais, je reviendrais chez moi. Et que ça ne vaut pas le coup de risquer sa vie, de provoquer un drame au sein de sa famille. Il faut rester chez nous et défendre ce malheureux pays qui est en train d'être mené à sa perte, à sa ruine, à sa faillite. Merci beaucoup.